Le 24 juillet 2025, Jeremy Corbyn, c'est l'ex-leader du Parti travailliste, du Labour Party, et la députée Zara Sultana, qui était anciennement aussi dans le Labour, ils ont annoncé le lancement d'un nouveau parti de gauche, provisoirement appelé Your Party, via son site d'inscription en ligne. Le mouvement, il vise à créer un parti de gauche populaire avec les syndicats, les mouvements sociaux. On va peut-être parler aussi de l'héritage UK de ces mouvements sociaux et syndicalistes, en se positionnant en tout cas à gauche du Labour. Et ce nouveau parti, il s'appuie sur la Independent Alliance formée en 2024 par Corbyn lui-même et 4 députés indépendants et pro-Gaza, c'est important aussi, en vue d'obtenir plus de visibilité à la Chambre des communes. Il y avait eu 80 000 inscriptions, je crois, au lancement de ce parti. Ce matin, je regardais sur le Twitter de Corbyn et il en revendique 500 000 des inscriptions. Voilà, donc ma question, déjà, c'est un lancement comme ça. Ça rompt un peu avec la tradition un peu du bipartisme conservateur travailliste. Si tu es avec moi. Oui, je suis avec toi, mais en même temps, j'explique. On doit faire ça. Voilà. Est-ce que ça rompt la tradition ? En tout cas, ça tente de rompre la tradition. Alors, c'est une tradition, le bipartisme en Grande-Bretagne. D'abord, il faut comprendre pourquoi il y a du bipartisme en Grande-Bretagne. C'est le cas, en général, des pays anglo-saxons. C'est une tradition, un rapport aux politiques, et puis qui est favorisé par un mode de scrutin. C'est-à-dire que c'est un mode uninominal à un tour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un premier tour où on choisit et un deuxième où on élimine, selon la formule française. Donc imaginez ce que pourrait donner le paysage politique, en se projetant un peu, même si c'est fictionnel, s'il n'y avait qu'un tour à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous voteriez ? Parce que celui qui arrivait en tête, quel que soit son niveau, s'il va au premier tour d'élection législative, ils n'élisent pas leur président, les Britanniques par définition, c'est une monarchie constitutionnelle. Premier ministre, ouais. Et donc, si à 35,4% contre 34,8%, on est élu député. Donc, on peut être élu député avec un tiers des... Voilà. Donc, évidemment, ça favorise le vote utile et le fléchage des électeurs vers les partis dominants, donc traditionnellement à gauche et d'autres à droite, donc les conservateurs à droite, les Tories, et à gauche, le Labour Party. Voilà. Alors, c'est un système, un bipartisme qui est plus imparfait que le système états-unien, qui lui aussi... C'est la même chose, en fait, aux États-Unis, avec l'argent en plus, parce qu'on a quand même des partis, des seconds partis ou des tiers partis, qui pèsent quand même. Il y a les partis... Bon, d'abord, il y a les partis régionaux. Pardon, là, si les Écossais m'entendent, en plus, c'est un pays que j'adore. Si je parle de région en Écosse. Donc, il y a le Scottish Nationalist Party, il y a un parti dit nationaliste au Pays de Galles aussi, et il y a des partis nationaux type les Verts ou les libéraux démocrates qui, parfois dans l'histoire des États-Unis, de la Grande-Bretagne, ont eu un peu de pouvoir avec faisant 12, 14, 15% et un certain nombre de députés qui pouvaient faire bascule. Donc il y a un espace. Il y a un espace politique à gauche du parti travailliste qui, sous la présidence de Starmer, c'est quand même fortement chef du parti travailliste. Chef du parti travailliste et Premier ministre. Je reviens juste après, je te laisse développer tes questions, mais je pense qu'il y a une mauvaise lecture, oui, globalement en France, de ce qui s'est passé lors de la dernière élection, parce qu'il y a eu un raz-de-marée des travaillistes. Oui, j'aimerais bien qu'on revienne en nombre de voix. Ça a été présenté comme une vraie vague et qui avait l'air d'être résultat un peu d'une coalition de personnes qui s'étaient mis d'accord. Qu'est-ce que tu penses de ça ? En fait, c'est le système électoral qui a provoqué ce raz-de-marée en nombre de sièges pour le parti travailliste. Qui est, je ne sais plus combien exactement, j'ai plus les chiffres en tête, j'ai plus le temps de réviser ce matin en plus, mais simplement parce que alors qu'en nombre de voix, Starmer, en nombre de voix et en proportion de l'électorat global, hein, c'est ça qui compte. Starmer a eu moins de voix que Jeremy Corbyn, les deux élections auxquelles se sont présentés Jeremy Corbyn, mais qu'il a perdu. Or, qu'est-ce qui s'est passé à cette élection ? Il s'est passé qu'en fait, il y a eu un vote sanction contre les conservateurs qui étaient au pouvoir et qu'une partie de l'électorat conservateur s'est dirigée vers une formation d'extrême droite et lui faisant perdre des voix. Donc, mécaniquement, le Labour est resté
un peu en dessous de son niveau, mais les autres ont tellement baissé que le Labour s'est retrouvé dans plein de circonscriptions devant le Parti conservateur. Donc le fait que les électeurs de droite aient été divisés a fait baisser un peu divisé et radicalisé, parce qu'ils votaient pour un parti d'extrême droite, dont le nom m'échappe aussi. Je suis désolé, j'étais un peu dans les droits de douane ce matin, on sort de réunion. Ça me reviendra, il faut que je me remette juste en mode UK. Voilà, donc c'est ça qui s'est passé. Tu changes d'accent. Donc il n'a pas eu donc il n'y a pas eu de National Front. Il n'y a pas eu de vote d'adhésion à Est-ce que ça t'aide à Keir Starmer. Non, mais je vais retrouver. C'est Nigel Farage. Nigel Farage. Excusez-nous, on regarde en même temps. Ouais, on préfère faire ça plutôt que vous faire semblant qu'on connaît tout. Ouais. On vous éduque et on s'éduque au même moment. Reform UK. UK. Mais on le savait. Voilà. Donc il n'y a pas eu de vote massif et d'adhésion populaire au projet de Keir Starmer, qui a simplement mené toute une campagne, un peu à la Kamala Harris, mais pour lui ça a fonctionné, c'est très centriste, on va rien faire, on va laisser les autres s'autodétruire. Pas de vague, voilà. Donc on est au pouvoir, mais en même temps on est au pouvoir sur une sorte d'incompréhension avec l'électorat qui lui demande des réformes fortes et qu'il ne mène pas. Et pire, même sur l'immigration, il reprend les mots, les codes et même les propositions de la droite et de l'extrême droite en disant que l'immigration est un problème pour la Grande-Bretagne. Donc on a un parti historiquement de gauche qui se droitise et des électeurs du Labour Party de base qui ne se ressentent plus dans le Labour, et c'est ça que Jeremy Corbyn est parti chercher. Oui, il tente d'occuper. En fait, il y a une sorte de dissonance entre le centre de gravité de l'électorat travailliste et le centre de gravité du leadership, des élites, des dirigeants des travaillistes. D'abord, qui crée une situation où, même à la Chambre des communes, il y a eu récemment sur plusieurs textes, notamment de mesures sociales, il y a eu une fronde, un peu comme il y a eu les frondeurs sous Hollande en 2012, 13, 14. Il y en a beaucoup qui font le parallèle avec le PS dans le chat. On peut le faire. C'est assez juste de le faire, avec une direction du parti, la travailliste en l'occurrence, qui est beaucoup plus centriste que ne l'est la base. Et donc ça crée un espace politique à gauche. Clairement, il y a un appel d'air. Donc, Jeremy Corbyn a lancé son mouvement pour tenter d'incarner quelque chose. Ce que ça donnera, ce que ça mettra fin à la tradition du bipartisme, ça, pour l'instant, l'État, on ne peut pas encore le dire. Puis en tout cas, c'est le pari. Élections, c'est le pari. C'est le pari. On en discutait un petit peu en intro, mais la force, en tout cas historique, du syndicalisme, des mouvements ouvriers au Royaume-Uni, elle n'est pas à négliger. Quand on fait appel à ça, on fait appel à toute une histoire et à tout un sentiment, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai envie de te poser la question. Tu m'as dit que du côté droite, extrême droite, le fait que les électeurs se divisent en deux, ça a fait baisser du coup les pourcentages et ça a fait passer le Labour. En revanche, il risque un peu de se passer la même chose. Est-ce que les électeurs de gauche vont être divisés entre le Labour et un parti qui peut être considéré comme un peu plus à gauche, un peu plus ouvrier, un peu plus syndicat-friendly? Ça va être l'enjeu de Jeremy Corbyn, c'est-à-dire de faire comprendre à l'électorat travailliste auquel il s'adresse, et peut-être aussi à ceux qui sont allés voter et à ceux qui ne sont pas allés voter, parce que la dernière élection, il y a eu un taux de participation très faible. Aussi. Ouais. Donc, il faut toujours penser aussi aux abstentionnistes et pas seulement à ceux qui votent. Donc, il y a de la ressource. De leur faire comprendre qu'en fait, ils ne vont pas diviser le camp de la gauche pour aller vite et favoriser la victoire de la droite, mais qu'ils vont pouvoir avoir le choix d'une sorte de vocation majoritaire. Donc, Jeremy Corbyn ne peut pas... C'est ça la différence un peu avec la France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existence politique forcément viable, durable, en étant le deuxième parti à gauche. Il faut qu'il soit le premier. Il faut qu'il y ait une vocation majoritaire et qu'il remplace éventuellement le Labour, ou que ça produise des choses au Labour. On ne sait jamais en termes
de vie politique, ce que ça peut provoquer. Et que tu le soulignais, en effet, les syndicats sont... alors, syndicats, c'est aussi c'est très différent de la France. Ouais. C'est-à-dire que les syndicats sont partie constitutive du Parti travailliste. Il n'y a pas de charte d'Amiens en France, en 1905, qui établit la séparation entre le mouvement syndical et les organisations politiques. Là, c'est intrinsèquement... Et là, ils sont totalement liés, un peu dans la tradition anglo-saxonne. Aux États-Unis, alors les syndicats aux États-Unis ne sont pas membres de la coalition démocrate en tant que telle, mais pour une immense majorité, ils font la campagne des candidats démocrates. Donc c'est un point d'appui avec, là aussi, comme aux États-Unis, une dissension entre les élites, les directions syndicales, pas les élites, les directions syndicales et la base. La base est certainement, certainement autant de c'est certain, plus remontée contre les politiques menées par Keir Starmer que les directions qui sont toujours un peu... il y a toujours des formes de bureaucratie, y compris dans le syndicalisme. Il faut regarder les choses en face. Et c'est aux États-Unis, on le voit très clairement, et en Grande-Bretagne aussi. On nous dit dans le chat, en tout cas, on a fait le parallèle avec le PS un petit peu tout à l'heure, on fait aussi le parallèle avec Jean-Luc Mélenchon et on nous dit, c'est Billy Chin qui nous dit ça. Salut Billy Chin, ça fait plusieurs fois que je te vois ici, ça nous fait plaisir de revoir des pseudos qui nous suivent plusieurs fois, qui nous dit très textuellement, en fait, Jeremy Corbyn a répondu à Jean-Luc Mélenchon qui, le 26 juillet, a dit en 48 heures, une Angleterre émerge à l'appel une Angleterre insoumise émerge à l'appel de Jeremy Corbyn. 400 000 personnes leur ont donné leur adhésion. Et Jeremy Corbyn lui-même, c'est bien lui, 2,5 millions d'abonnés, on a vérifié. Merci Jean-Luc, nous sommes inspirés par votre succès, solidarité. Donc en fait, c'est même pas caché. On va dire c'est un parallèle. La proximité politique des deux dirigeants sont connues. Oui. Ouais. Donc voilà, on devait aussi en parler. Il y a ici Oblast qui nous pose une question. Ces parlementaires, donc même s'ils ne sont pas majoritaires, le Labour devra faire des concessions avec eux pour obtenir une majorité. C'est beaucoup plus prometteur que chez nous avec notre foutue élection présidentielle. Je pense que déjà chaque mode de scrutin a ses soucis. Mais effectivement, est-ce que le Labour va devoir composer avec Jeremy Corbyn dans un futur proche? Ça dépendra du poids et du Corbyn. Succès. Mais bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est que je suis assez d'accord avec l'argument de... Je ne sais pas, je ne vois pas, je n'ai pas mes lunettes de longue portée. Ici Obla. Oui. En Grande-Bretagne, c'est un système parlementaire. Donc, et c'est quand même plus démocratique, un système parlementaire, qu'un système présidentiel. C'est assez clair. On nous pose aussi la question, est-ce que le mouvement n'existe pas un peu aussi aux USA avec AOC et Bernie Sanders? Oui. Alors là, avec... Alexandria Ocasio-Cortez. Oui. Aux États-Unis, ça se pose de la même manière en termes de mouvement et d'émergence. On en a déjà parlé à plusieurs reprises ici, lors de cette revue de presse. Mais la stratégie est un peu différente. C'est-à-dire que le choix de Bernie Sanders en 2016, lorsqu'il s'est présenté à la primaire démocrate, puis en 2020, et le choix d'Alexandria Ocasio-Cortez ou d'autres, comme Zoran Mamdani à New York, n'est pas de créer un parti à côté, un troisième parti, parce que leur analyse est qu'il n'y a pas d'espace politique possible dans le système institutionnel états-unien pour un troisième parti. Mais donc de s'investir au sein du Parti démocrate ou de la coalition démocrate pour prendre le pouvoir et changer le centre de gravité, changer la donne et l'orientation de la coalition démocrate. Donc c'est quand même deux choix stratégiques totalement différents. Donc Jeremy Corbyn, lui, avait tenté la première solution, c'est-à-dire de l'intérieur, lorsqu'il avait été élu à la tête du Parti travailliste il y a une dizaine d'années. Il avait été élu lors d'une primaire avec notamment beaucoup de nouveaux adhérents qui avaient rejoint le Parti travailliste sur cette promesse d'un engagement plus à gauche. Et maintenant, il fait il était candidat de reprise, il a quitté le Parti travailliste. Maintenant, il fait l'autre choix, le choix par l'extérieur, la création d'une nouvelle organisation politique. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, on ressent, on va dire, une rupture entre ce que le parti de gauche principal, enfin de gauche on s'entend, est censé représenter et le caractère, on va dire, les ouvriers, les mouvements syndicaux, les travailleurs ne se sentent pas représentés par un parti qui dit les représenter. Oui, c'est un divorce, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est pas seulement la Grande-Bretagne, c'est un divorce qui a commencé...
il y a quinzaine, vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'à un moment en Europe, l'immense majorité des gouvernements étaient dirigés par les partis traditionnellement dominants à gauche, les partis socialistes ou sociodémocrates, pour le faire simple. Et ces partis ont échoué dans l'exercice du pouvoir. En tout cas, les électeurs ont estimé qu'ils avaient échoué parce qu'ils ont arrêté de voter pour eux, et notamment les classes populaires. Ces partis ont perdu, alors que leur assise historique était évidemment les classes populaires. Les partis socialistes et sociodémocrates ont perdu ces classes populaires. Alors pour deux raisons. À la fois parce que ils ont mené des politiques, tous, peu d'exceptions près, ou quasiment pas d'exceptions, des politiques néolibérales libre-échangistes qui ont frappé d'abord les classes populaires. Et puis dans le même temps, une partie de ces classes populaires ont été tentées par un discours simpliste de désignation de responsables de leur situation, à savoir les immigrés, le grand remplacement, avec les guillemets, je fais les guillemets quand même. Nigel Farage. Oui, c'est totalement ça. C'était ça. Ouais. Et donc ça a donné le Brexit. Le Brexit, et sur une base quand même très xénophobe. Oui, et puis beaucoup de mensonges, j'ai envie de dire, c'est la politique, mais Nigel Farage qui avait fait beaucoup de promesses, notamment en disant la NHS, le système de santé britannique coûte tant par an, l'immigration nous coûte tant par an, tout l'argent de de l'Union européenne, du fait de faire partie de l'Union européenne, ira dans la NHS, et le lendemain en matinale il a dit oui, en fait ça va être compliqué. Moi c'était alors qu'il y avait des bus à fréter l'argent pour la NHS, et les conservateurs, parce que c'est le Brexit a été activé par un Premier ministre conservateur, David Cameron, qui a convoqué un peu dans une sorte il a tenté un coup de poker avec l'extrême droite, en disant je vais couper l'herbe sous le pied, je vais faire un référendum, et finalement ce référendum a été perdu, il y a eu le Brexit, et après, on refait pas l'histoire, mais... J'attendais une fin de phrase. Mais... Oui, moi aussi, mais elle n'est pas venue. Voilà, ça arrive parfois, c'est du direct. On nous pose une question qui est hyper intéressante, c'est la question de la Palestine dans tout ça. Jeremy Corbyn est ouvertement pro-palestinien. Est-ce que ça joue aussi sur un électorat de gauche qui ne se sent pas forcément représenté par des gens qui sont un peu frileux à l'idée d'être contre Oui, non, mais clairement, c'est l'une des lignes de fracture au sein de la grande famille de la gauche britannique, comme c'est une ligne de fracture au sein de la gauche américaine. C'est une ligne de fracture générationnelle aussi. Aux États-Unis, on en a déjà parlé aussi. Comme en Grande-Bretagne, ce sont les plus jeunes. Enfin, quand je dis les plus jeunes, en gros, c'est quand même les moins de 40-45 ans. Il ne faut pas penser que seuls ceux qui ont 18, 21, 23 ans sont favorables au droit des Palestiniens à l'autodétermination. C'est ça qu'on dit quand on dit que des gens sont pro-palestiniens. Pro-palestinien, ce n'est pas être anti-israélien, c'est être pour les droits du peuple palestinien à l'autodétermination, donc à décider ce qu'il veut faire de sa vie. Donc s'il veut un État ou pas, c'est à lui de décider, c'est le seul à décider. Et là encore, c'est la même division qu'au sein du Parti démocrate. Il y a l'establishment du Parti travailliste qui est très frileux, c'est le moins qu'on puisse dire sur cette question, et une base plus jeune qui est très favorable au droit palestinien. Donc ça a évidemment joué. Et là, maintenant, il y a une résonance particulière, puisque Emmanuel Macron, avec son annonce, vous en avez parlé avec Pierre tout à l'heure, avec son annonce... tente de créer un appel d'air pour d'autres puissances, parmi lesquelles, premier rang desquelles, la Grande-Bretagne, pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a une voix qui porte. Et Keir Starmer est en train d'hésiter. Donc Emmanuel Macron pensait qu'il ferait une annonce assez rapide. Finalement, il ne la fait pas, il la repousse. Mais bon, il y a une tension, on voit bien qu'il y a une tension aussi là au sein du Labour sur cette question. Ouais. Y a Déméter qui nous dit écoute, je dois avouer que je connais pas forcément tout de Corbyn, pourquoi ce qu'il est dans l'actu, donc on est en train d'en parler parce qu'il vient de créer un parti qui est appelé Your Party. J'essaye de faire l'accent, mais j'ai vécu aux États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis, pas en UK, mais votre parti qui serait à gauche du Labour, et Jeremy Corbyn est membre du Parlement au Royaume-Uni. Il a aussi été le chef de file du Labour
il y a quelques temps, avant de le quitter. Je te mets Deux sa reprises tête. en 2015 et 2019. Je te mets sa tête comme quoi tu l'as. Il a 76 ans, comme absolument tous les politiciens. Trump a 79, je crois. Oui. Et en fait, il n'était pas si loin de Biden. Hein. Il a fait Non, bien sûr. partie de campagne sur son âge. Mais ils ont... Ils 3 ont ans, 4 ans d'écart. d'écart. Ouais, 3 ans d'écart. Ouais, Eh bien, ouais. donc voilà, c'est l'âge médian de. c'est l'âge médian pour créer un parti, 76 ans. Donc, est-ce que tu veux en savoir plus? Est-ce que tu as plus à dire pour présenter Corbyn sur sa ligne, sur son parcours? De député d'une circonscription populaire de la banlieue de Londres, qui a émergé au milieu des années, un peu avant 2015, qui a réalisé de très bons scores, même s'il a perdu, meilleur que Keir Starmer, et qui est parti du parti travailliste, un peu dans un rapport de force qu'il a perdu avec les élites, sur des accusations, notamment, tu posais la question de savoir si la question de Gaza et du droit des Palestiniens était importante. Oui. Et donc, qui est parti la rupture de Labour. notamment sur des accusations d'antisémitisme qui n'ont jamais été avérées, même si je pense, si vous regardez les choses en face, c'est pour ça qu'on est payé en tant que journaliste, il y a eu certaines dérives antisémites au sein du mouvement pro-palestinien en Grande-Bretagne qui n'ont pas été assez prises au sérieux. Mais Jeremy Corbyn lui-même n'est pas antisémite. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter. Oui, comme tu le disais, c'était la différence entre être pro-palestinien et être ne serait-ce que anti-Israël. C'est des lignes différentes. Oui. Et puis, on rappelle, on en a fait l'écho ici. On a notamment fait des unes sur les Israéliens qui se battaient contre justement le génocide et la façon dont est géré dont est géré le pays. Oui, et dont est menée la guerre à Gaza. Ouais, dont des gens qui... Il y a encore eu une vidéo ce week-end, je vous invite à la trouver facilement sur les réseaux sociaux, mais de très jeunes qui sont du coup mobilisés pour aller faire leur service militaire à Gaza et qui brûlent leur comment on appelle ça, une convocation Une convocation militaire. Donc c'est aussi un acte de résistance au sein de la communauté israélienne qu'il faut également saluer. Tout Israélien n'est pas forcément pro-génocide, il faut le dire. Et lisez notre super papier par rapport à ça, qui est super sur les réfractaires, sur les... aide-moi, révise. Réfusniks. Ouais, c'est ça. Exactement. Qui refusent de se rendre à Gaza, tout simplement, et qui risquent la prison pour ça. Corbyn, oui, on vient d'en parler. C'est clair, une cabale contre Corbyn, on vient d'en parler. Des accusations qui venaient aussi d'une propre partie, on en a parlé. Moi, ce que j'ai envie de te poser comme toute dernière question, sauf si vous avez encore des questions par rapport à Corbyn, on sera là pour y répondre le mieux possible. Et puis après, hop, on switch aux US. On va changer d'accent. Donc, moi, ma question aussi par rapport à Corbyn, c'est est-ce que c'est un peu vindicatif envers le Labour? Est-ce qu'il attaque quand même son ancien parti, qu'il a quitté dans une cabale? Moi, j'ai aussi ce petit truc. C'est un coup politique également. Je ne suis pas dans la tête de Corbyn, mais il a aussi sans doute constaté qu'il n'y avait plus, en tout cas son analyse du moment, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de faire changer le Labour de l'intérieur. Voilà. Et donc, je vais créer quelque chose. Parce que ça aurait pu être vindicatif s'il l'avait fait tout de suite après son éviction. Or, là, il a attendu la victoire du Labour lors des dernières élections, puis l'exercice du pouvoir pendant 1 an. Ça fait 1 an qu'il est au pouvoir, Keir Starmer. Et puis, au final, rien. Des codes de popularité pour Keir Starmer qui sont absolument catastrophiques, quasiment pas de politique de gauche en fait. Donc on a un Premier ministre supposément de gauche qui ne mène pas de politique de gauche. Bon, ça c'est quelque chose qui est assez connu, y compris en France. et donc, boum. Et donc à ce moment-là, il fait l'analyse politique qu'il faut créer quelque chose. Donc je ne pense pas que ce soit du ressort de la vengeance. Ça a été un peu présenté comme ça par ses
tort. Enfin, on accuse souvent un parti qui veut faire, qui veut représenter une gauche un peu plus ouvrière, de diviser la gauche. Ça a été, comme tu as dit, on connaît à peu près ça. On nous a aussi posé une question sur Zara Sultana, donc qui est la personne avec qui il lance son projet. Tout ce que je sais d'elle, c'est qu'elle est de Birmingham, comme dans Peaky Blinders, et c'est pour ça que je l'ai retenue, tout simplement. Je sais pas grand-chose de cette femme, en tout cas elle est membre du Parlement. C'est un attelage, je sais pas si on peut dire attelage dans ce cadre-là, mais un peu comme Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, c'est-à-dire qu'il y a la figure ancienne, tu notais son âge, 76 ans, Bernie Sanders a 84 maintenant. 84 ans, ouais. Mais les gens n'ont pas les mêmes 84 ans, c'est fou. Oui, non, mais Bernie Sanders, c'est une force de la nature, hein, clairement. Il est de 41. Il va faire 84 ans en septembre. C'est ça. Dans quelques mois. Et donc, il y a qui sont des figures incontournables de leurs mouvements respectifs, la gauche américaine et le Labour, et qui ont décidé de passer le relais, mais pas de sortir de scène et en disant maintenant débrouillez-vous, mais de passer le relais. Donc aux États-Unis, ça a donné la tournée qui s'appelait Combattre l'oligarchie, où Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez ont essaimé à travers le pays dans des rassemblements qui ont battu des records d'affluence, 10 000, 15 000, 20 000 personnes, un peu partout. Et là, Jeremy Corbyn n'a pas dit « je fonde mon propre parti », il a dit deux choses. Je fonde mon propre parti pour une gauche britannique, et je suis en duo, en tandem avec quelqu'un qui est plus jeune, et qui est une femme plus jeune. On est quasiment sur des calques là entre ce qui se passe aux États-Unis. Je précise aussi racisé. Pour moi, c'est important de le préciser. En plus, ça a un rapport avec, comme tu disais, Bernie Sanders et aussi. Et Ocasio-Cortez, c'est pas pareil. Elle est latina, bien sûr.